égal à celui de son père. Donc, dans le sens descendant, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une fille de Zouaya qui épouse un fils de griot, c'est dans ce cas-là inouï, à plus forte raison, un fils de Hartani, ou un fils d'esclave, ça c'est absolument insupportable, et généralement inacceptable pour la société. Et ça permet aussi de garder une certaine fermeture à l'entité tribale qui la préserve de sa décomposition. Et ce dispositif est aussi associé à des alliances locales régionales qui se sont inscrites dans l'histoire. Donc, si vous allez dans le Farza, si vous allez dans le Brakna, si vous allez dans le Rhône, si vous allez dans la Var, vous avez des ensembles qui étaient parfois liés à des entités politico-tribales régionales, qui n'ont pas vraiment les allures d'un système de pouvoir politique centralisé, mais qui permettaient de s'associer entre groupes de statuts différents. Et par exemple, un des marqueurs de l'appartenance tribale traditionnelle dans la société maure, c'était une marque de bétail commune sur les animaux. Par exemple, les Québécois mettent une marque qui s'appelle le nari. Bon, si cette marque est visible, ça voudra dire que si vous trouvez un animal errant, si vous voulez, portant cette marque, il sera considéré comme appartenant à ces groupes. Mais des groupes guerriers associés, qui eux n'avaient pas de marque de bétail sur leurs animaux, parce qu'ils considéraient que de toute façon, même faire de l'élevage, c'était dérogé. Pratiquer quelque activité, production que ce soit, c'était menacer son propre statut. Eux, ils devaient vivre que de razzia, de rapines et de bagarres entre eux. Il n'y avait pas d'autres sources qui voulaient de revenus principalement que celle-là. Donc ces gens-là n'avaient pas de marque propre de bétail, c'était la marque de leur marabout du Letton qui leur servait éventuellement. Pour ceux d'entre eux qui voulaient stocker un peu de bétail de côté, qui ne voulaient pas se le voir piquer tous les jours, ils disaient bon, ça peut être utile de mettre la marque d'un tel marabout assez connu, etc. Donc ça, c'est aussi des ensembles régionaux qui permettent de maintenir, si vous voulez, ces entités tribales ensemble. Il y a aussi le territoire, mais ça, c'est également une superposition de droits sur les territoires. Les tribus sont aussi des entités qui ont une sorte d'existence régionale territoriale, parfois, plus pour celles qui sont de caractère maraboutique. Je parle toujours de la société maure, uniquement, parce que ce sont les Zoéens, les lettrés marabouts qui foraient les puits, qui les faisaient forer par leurs dépendants, et non pas les autres qu'on appelle guerriers Hassan. Mais ces gens-là avaient des droits sur les mêmes territoires, se superposer aux droits de ceux qui les foraient, ceux qui faisaient directement des puits, des travaux agricoles. Donc vous avez une superposition de droits sur des espaces territoriaux, qui était aussi un des marqueurs, plus ou moins frontalier, même s'il n'y a pas de frontière véritable, mais ça faisait partie, si vous voulez, de l'identité ou de l'identité des entités tribales dans l'association qu'on pouvait trouver dans cet espace. Alors ça, c'est pour donner une petite idée, si vous voulez, de ce que c'est qu'une tribu. Une ethnie maintenant, une ethnie, c'est un peu comme une tribu en quelque sorte plus large, si l'on veut. En tout cas, elle partage, je crois, avec la tribu, l'idée d'une connotation. Ça connote, si vous voulez, l'idée d'un monde un peu arriéré, un peu pré-industriel, un peu pré-capitaliste. Et c'est surtout quelque chose qui ressemble vaguement à une nation sans en être une. C'est un peu comme une nation sans État, si vous voulez. Une nation qui n'a pas de vraies frontières, qui n'a pas d'État, qui peut revendiquer une certaine communauté sur divers plans, notamment sur le plan culturel. Si on définit ce que c'est qu'une culture, la culture c'est une affaire très compliquée, donc on peut passer leur vie à essayer de savoir ce que c'est, et ils ne sont généralement pas d'accord entre eux, mais disons qu'il y a la langue, il y a le mode de vie, il y a l'alimentation, il y a la musique, il y a une mémoire commune, il y a un certain nombre de choses de ce genre, mais et les ethnies en réalité entretiennent, comme les tribus d'ailleurs, mais plus que les tribus, un lien très compliqué avec les frontières. Parce que, et ça beaucoup de travaux anthropologiques l'ont montré, si vous voulez, les ethnies elles-mêmes n'existent que comme des entités en quelque sorte oppositives et relatives. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de linguistique, ça a fait penser au phonème chez Ferdinand de Saussure, c'est-à-dire que les sons de la langue du Saussure n'existent que parce qu'ils s'opposent les uns aux autres. Ils n'ont aucune existence véritable, mais c'est par leur opposition qu'ils existent. Les ethnies, d'une certaine façon, c'est la même chose. Elles n'existent que par opposition, par relation oppositive et relative, parce qu'intrinsèquement, quand on va véritablement essayer de voir en quoi ça consiste, on aura du mal à le trouver. Prenez par exemple un critère comme la langue. Entre les Hutus et les Tutsis parlent la même langue. Ça ne les a pas empêchés de se massacrer d'une façon épouvantable. En Yougoslavie, vous avez les Serbes et les Croates qui parlent la même langue. Ça ne les a pas empêchés de se massacrer. Si vous prenez si on revient à la Mauritanie, pour un détail du mode de vie, moi quand j'étais gamin,
j'étais un petit berger, si vous voulez, dans le Sahara central mauritanien. Il y avait une chose que nous avions tous en horreur dans cet espace, c'est l'odeur du poisson. Maintenant, tout le monde mange du riz au poulet. Qui vous vient dans le match? C'est une invention, si vous voulez, brevetée saint-louisienne principalement, parce que le meilleur, je crois, c'est celui de Saint-Louis. Mais tout le monde mange maintenant du tchéboudien en Mauritanie, mais vous ne direz pas pour ça que les frontières ont disparu. Hein, mais en même temps, c'est un trait culturel qui est en train de devenir commun. Vous prenez le boubou des morts, traditionnellement, en tout cas celui jusque dans les années 50, c'était un petit truc noir, en général assez délavé, issu des tissus que portaient les femmes mortes elles-mêmes d'abord, c'est pas de Nil. On avait du mal à les acheter, mais une fois qu'on les achetait, c'était surtout pour les donner aux femmes, pour que ça déteigne sur elles et qu'elles deviennent belles parce que ça déteint sur elles. Mais en général, une fois que c'était passé, on pouvait s'en servir pour faire des petites mulquilles, comme on disait à Hassania, c'est-à-dire un tout petit boubou que vous arrivez à peine aura des genoux, qui était ouvert juste par une fente comme ça, sans le moindre décor. Et à un certain moment, les morts se sont mis à imiter les boubous qui venaient des communautés noires voisines, qui étaient beaucoup plus sophistiquées, avec beaucoup plus de goût, de couleurs, etc. Et les décors que portaient ces vêtements se sont progressivement étendus vers le nord et sont devenus les vêtements que portent maintenant les trois quarts des Mauritaniens, quel que soit le groupe ethnique auquel ils appartiennent. Donc tout ça, c'est, si vous voulez, pour dire que les ethnies, c'est une affaire, si vous voulez, de ce que Bourdieu appellerait des luttes de classement. C'est pas, on se classe par rapport aux autres fondamentalement. Intrinsèquement, c'est une affaire qui n'a pas de véritable profonde et permanente existence. Pour prendre un exemple que commençait à évoquer tout à l'heure le Gourmaud, la taxinomie elle-même, le mode de désignation de ces communautés en Mauritanie, comme vous le savez, a profondément évolué. Par exemple, vous avez traditionnellement, enfin, en tout cas depuis les années 70, on parle de 4 grandes communautés dans l'espace mauritanien. On parlait des morts, mais cette appellation elle-même est controversée parce que certains d'entre eux veulent se faire